798 jours. C'est la durée de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Une invasion que les planificateurs russes pensaient être une formalité et durer 15 jours. Cependant, cette formalité n'a pas eu lieu et les dernières nouvelles, même si les Russes ont repris l'initiative, montrent que la contre-guerre ne s'arrêtera pas de sitôt, tandis que l'Ukraine recevra une injection massive de soutien. Le 24 avril 2024, Joe Biden a signé un plan d'aide de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine. Cela a mis fin à une saga de plusieurs mois en cours de laquelle la Chambre des représentants, en particulier son président Mike Johnson, a retardé le vote sur un autre programme d'aide, mettant ainsi en doute la poursuite de la défense de l'indépendance ukrainienne. Après plus de 2 ans de guerre, au cours de laquelle la partie russe a pris l'initiative, c'est l'un des moments les plus brillants pour les partisans de l'Ukraine. Cette nouvelle a provoqué une colère à peine dissimulée au Kremlin. Et ce n'est pas une surprise, puisque le paquet représente les 2/3 du budget annuel de la défense de la Fédération de Russie. Que signifie le paquet pour les deux parties, et comment ces informations peuvent-elles être lues du point de vue de la ligne de front et du choc mondial des superpuissances? Découvrons-le. Cette décision rendra les États-Unis d'Amérique plus riches, ruinera davantage l'Ukraine et entraînera la mort encore plus d'Ukrainiens, la faute du régime de Kiev, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, commentant l'aide apportée par Washington à Kiev. Dmitry Medvedev en profite pour sa part pour souhaiter aux Américains de plonger le plus tôt possible dans la guerre civile. Le président américain a signé lui-même le paquet le 24 avril, au lendemain du vote du Sénat contrôlé par les démocrates. Rappelons cependant que ces deux cas n'ont pas été le problème dans la bataille de plus de 6 mois pour faire adopter un autre plan d'aide. Le goulot d'étranglement était la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains. De nombreux membres de l'aile droite de la politique américaine se sont opposés au prochain paquet, notamment le président de la Chambre, Mike Johnson, qui a retardé le vote sur le paquet. Les républicains, en particulier ceux de la faction trumpiste, ont lié la question ukrainienne à la politique intérieure, notamment à la question de la frontière sud du pays. En avril, cependant, Johnson a changé d'avis et a soumis la proposition au vote, qui a été adoptée par 311 voix contre 112. Les députés démocrates y étaient favorables, mais la répartition des voix était plus intéressante du côté républicain. 101 membres du Congrès républicain ont voté oui, et 112 ont voté non, ce qui montre une répartition presque égale dans le camp de droite. Plus intéressant encore, Donald Trump a approuvé la décision de Johnson, déclarant que la survie de l'Ukraine est importante pour les États-Unis. La question se pose, qu'est-ce qui a changé l'état d'esprit de Johnson, de Trump et d'une partie du Parti républicain? Il existe plusieurs théories. La première est l'accès aux briefings top secrets auxquels Johnson a participé. En tant que membre du Gang des 8, un groupe de 8 dirigeants du Congrès, le président de la Chambre des représentants des États-Unis a accès à des renseignements de haut niveau. Je crois vraiment aux informations et aux briefings que nous avons reçus. Je crois que Xi Jinping, Vladimir Poutine et l'Iran sont vraiment l'axe du mal, a récemment déclaré Johnson. L'orateur s'est également entretenu avec le chef de la CIA, William Burns, qui a averti à plusieurs reprises que si l'Ukraine n'obtenait pas un nouveau paquet des États-Unis, elle pourrait perdre plus tard cette année. Les raisons du soudain changement d'attitude de Johnson pourraient aussi avoir été strictement personnelles. « Je veux être du bon côté de l'histoire », aurait déclaré Johnson à Michael McCaul, président de la Commission des Affaires étrangères. Johnson, commentant le déblocage de l'aide, a également déclaré qu'il préférait envoyer des munitions en Ukraine plutôt que des garçons américains, faisant également référence à son fils, qui entre à l'Académie navale américaine. Mais cette décision pourrait aussi être un stratagème politique purement pragmatique. Les élections présidentielles approchent à grands pas, et il a peut-être estimé que prolonger l'impasse nuirait à long terme à la cote de Trump, en particulier parmi les indécis. Quelles que soient les raisons, la nouvelle a été accueillie avec un grand soulagement à Kiev. Je suis reconnaissant à tous nos amis aux États-Unis, ainsi qu'à nos partenaires du monde entier, qui voient les opportunités et les tâches communes de la même manière que nous le faisons en Ukraine,
a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en réponse aux nouvelles en provenance des États-Unis. Dans le même temps, il a appelé à une réduction maximale du délai nécessaire au transfert physique de l'aide approuvée vers l'Ukraine. Le temps entre les décisions politiques et les dégâts réels causés à l'ennemi sur la ligne de front, entre l'approbation du paquet et le renforcement de nos guerriers, doit être aussi court que possible, il a dit. En effet, quelques instants après que Joe Biden a signé la directive, le gouvernement américain a annoncé un nouveau programme d'aide d'1 milliard de dollars. Selon un communiqué de presse, 56 programmes d'aide de ce type ont été accordés entre août 2021 et aujourd'hui. Selon les informations, l'Ukraine recevra, entre autres, des missiles de défense aérienne RIM-7 et AIM-9M, des missiles Stinger, des munitions HIMARS, des obus d'artillerie de 155 mm, des véhicules de combat Bradley, des véhicules MRAP, des Humvees, des véhicules de soutien logistique, des missiles anti-chars, des lanceurs Javelin et AT-4. Les munitions destinées aux lanceurs d'artillerie HIMARS pourraient inclure des missiles ATACMS, que les Américains semblent également avoir discrètement livrés à l'Ukraine en mars de cette année, dans le cadre d'un précédent programme de 300 millions de dollars. Il y a un peu plus d'une semaine, les ATACMS faisaient leur première victime. Des ATACMS ukrainiens ont été tirés le 17 avril sur la base russe de Jankoï en Crimée. Plus de 100 soldats russes ont été tués ou blessés lors de l'attaque contre la base, située à 165 km de la ligne de front. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a confirmé lors d'un point de presse qu'un nombre important de missiles avait été envoyés en Ukraine, ajoutant que nous en enverrons davantage. Rappelons que leur portée est fixée à 300 km et que la précision de la frappe se compte en mètres. Politico rapporte également qu'en plus de cette aide, les Américains envisagent également d'envoyer 60 conseillers militaires. Ils aideraient à mettre en œuvre l'aide, mais ne serviraient pas en première ligne. La nouvelle venue de l'autre côté de l'océan a été reprise par les Britanniques. Le 23 avril, lors d'une visite à Varsovie, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé le plus grand programme d'aide militaire à l'Ukraine à ce jour, d'une valeur de 500 millions de livres sterling. Il comprendra 400 véhicules, dont 160 Husky, 162 autres véhicules blindés, 78 véhicules tout-terrain, 60 navires et 1600 missiles, dont des missiles Storm Shadow. Défendre l'Ukraine contre les ambitions brutales de la Russie est vital pour notre sécurité et pour toute l'Europe. Si Poutine est autorisé à réussir dans cette guerre d'agression, il ne s'arrêtera pas à la frontière polonaise, dit Sunak. À cela s'ajoute la soi-disant initiative tchèque qui, selon le Premier ministre tchèque, devrait garantir pas moins de 1,5 million d'obus d'artillerie à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Rappelons que les Tchèques négocient la fourniture à l'Ukraine de projectiles de calibre 155 mm auprès de pays fournisseurs qui ont choisi de rester anonymes, parmi lesquels très probablement les alliés informels de la Russie au sein du groupe BRICS+, à savoir l'Inde et l'Afrique du Sud. Jusqu'à présent, 1 demi-million de missiles ont été sécurisés, financés par les pays de l'Union européenne et le Canada. N'oublions pas que les programmes d'aide moins novateurs, mais tout aussi importants, sont annoncés par certains pays européens, comme nous l'avons signalé il n'y a pas longtemps. Le Bundestag a adopté un projet de loi, le transfert de 7,6 milliards d'euros d'aide militaire, plus tard cette année. La France entend dépenser jusqu'à 3 milliards d'euros et les Pays-Bas 2 milliards d'euros sur la même période. Le Royaume-Uni avait déjà fait de même, en annonçant un plan d'aide d'une valeur de 2,9 milliards d'euros. Cela porte l'aide militaire totale, promise par les seuls Britanniques, Français, Allemands et Néerlandais, à 15,5 milliards d'euros. Mais les petits États ne sont pas moins actifs. Rien qu'en février, l'aide militaire des pays nordiques s'est élevée à quelque 1,4 milliard de dollars. La Finlande a promis environ 206 millions de dollars, le Danemark 247 millions de dollars, la Norvège 325 millions de dollars d'équipement et la Suède 682 millions de dollars. Néanmoins, après l'adoption du paquet américain, certains faiseurs d'opinion américains sont revenus sur l'argument selon lequel l'Europe ne finançait pas suffisamment l'effort de guerre ukrainien, contrairement aux États-Unis. Pour contrer cet argument, Celeste Wallander, la plus haute responsable du Pentagone pour la politique ukrainienne et russe,
a déclaré au New York Times que sur les 60 milliards de dollars, 48 iront de facto aux sous-traitants américains de la défense dans 40 États américains différents. En outre, les délégués de Bruxelles à Washington, répondant à cette accusation, ont préparé leur propre répartition de l'aide à l'Ukraine, selon laquelle l'UE et chacun de ses États membres ont jusqu'à présent fourni 106 milliards de dollars en aide financière, militaire, humanitaire et aux réfugiés. Ce montant n'inclut pas les 54 milliards de dollars supplémentaires promis le 1er février 2024, longtemps bloqués en Europe par Viktor Orban et la Hongrie. Pourtant, en laissant de côté les frictions naturelles au sein du camp pro-ukrainien, on ne peut s'empêcher de remarquer une nouvelle intensification des fonds consacrés à l'arrêt de l'impérialisme russe en Ukraine. Les Européens tentent de sortir d'années de paralysie, c'est pourquoi, pour des effets immédiats, l'attitude de la plus grande puissance militaire du monde, les États-Unis d'Amérique, reste absolument cruciale. Ainsi, quelques minutes après que Joe Biden a signé le décret, le processus de transfert immédiat du matériel militaire nécessaire vers l'Ukraine, directement à partir des stocks de l'armée américaine, a commencé, comme le garantit la formule PDA. L'Europe ne dispose tout simplement pas de telles capacités pour l'instant, et il lui faudra plusieurs mois, voire plusieurs années, pour y parvenir. L'accumulation de transferts d'équipements occidentaux vers l'Ukraine intervient après des mois de supériorité croissante du côté russe, qui ont culminé en février, lorsque les soldats russes se sont emparés d'Avdiivka, une forteresse ukrainienne défendue de facto depuis 2015. Désormais, les troupes du Kremlin avancent sur Chassiv Yar, à l'ouest de Bakhmut, une importante ville perchée qui pourrait ouvrir la porte aux Russes pour avancer vers des centres urbains clés, comme Konstantinivka ou surtout Kramatorsk, où se trouve le centre de commandement régional des forces armées ukrainiennes. Les villes de Novobakhmutivka et Otcheretine, dans la banlieue de Donetsk, sont également prises ou sur le point de l'être. Dans une déclaration récente, Sergei Shoigu a énuméré 3 endroits où les Russes progressent et, selon lui, ont déjà pris Bohdanivka, au nord-est de Chassiv Yar, Pervomaïskie, au sud-ouest d'Avdiivka, et Novomikhailivka, au sud-ouest de Donetsk. Cependant, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, il n'existe toujours aucune preuve visuelle de ces évolutions. Néanmoins, il ne fait aucun doute que les Ukrainiens attendent avec une grande impatience les armes et les munitions occidentales. L'avantage russe n'a pas encore entraîné l'effondrement de la ligne de front, sans compter Avdiivka. Les Ukrainiens tiennent le coup, mais à long terme, cela serait de plus en plus difficile, voire impossible. En outre, Kiev a récemment adopté une loi de mobilisation qui abaisse l'âge de la conscription de 27 à 25 ans et devrait fournir un plus grand nombre de soldats disponibles aux forces armées ukrainiennes. 2 semaines plus tard, Kiev a adopté une autre loi obligeant tous les hommes âgés de 18 à 60 ans à s'inscrire auprès de l'armée ukrainienne et avoir sur eux à tout moment des documents d'enregistrement. L'objectif est de rationaliser les processus de recrutement et de les rendre plus transparents, affirme le gouvernement. Les hommes en âge de travailler, vivant à l'étranger, ne pourront pas renouveler leur passeport dans les consulats ukrainiens sans document d'enregistrement en cours. Le projet rendra inévitablement plus difficile l'évitement du service militaire pour ceux qui le font aujourd'hui. Ainsi, les 50 milliards de dollars apportés par l'Europe en février, les 60 milliards par les Américains en avril et les projets de mobilisation subventionnés devraient donner à l'armée ukrainienne une pause bien méritée, voire l'espoir de reprendre l'initiative. Il ne faut cependant pas s'attendre à ce que cette bonne nouvelle change la situation sur le front dans l'immédiat. La première étape sera de le stabiliser. L'aide américaine aidera l'Ukraine à stabiliser le front. Les craintes d'un effondrement de l'Ukraine ou d'une percée russe seront apaisées, a déclaré Mark Kantian, analyste militaire au Centre d'études stratégiques et internationales. Ce n'est qu'au cours de la 2e ou de la 3e étape, dans quelques mois, une fois que le nombre de soldats aura augmenté, qu'ils auront été formés et que de nouveaux équipements auront été introduits, qu'il sera possible d'envisager d'éventuelles actions offensives à plus grande échelle. En outre, les Ukrainiens espèrent un soutien tant attendu pour la défense aérienne ukrainienne, qui ne peut pas résister aux attaques de saturation russe contre les infrastructures énergétiques critiques de l'Ukraine, dont la plus grande centrale électrique de Kiev a récemment été victime. Il convient également de noter que de nouvelles attaques ukrainiennes contre les raffineries russes n'ont pas empêché le vote américain sur le nouveau plan d'aide. Il y a quelque temps, Washington
a exprimé sa désapprobation des attaques ukrainiennes contre des cibles pétrolières situées au plus profond de la Russie. Pendant ce temps, alors que le Sénat américain votait sur le projet de loi, de nouveaux drones ukrainiens ont plu sur les installations de stockage du carburant russe à Razdorovo, dans la région de Smolensk. Comme le rapporte Bloomberg, les 14 attaques ukrainiennes devraient réduire d'un tiers les exportations de produits pétroliers russes. La production, quant à elle, devrait tomber à son plus bas niveau depuis 11 mois. Mais pour en revenir au projet de loi américain, il convient de noter qu'en plus de donner un coup de pouce massif à l'Ukraine, il contient plusieurs autres dispositions très importantes. Le projet de loi contient également des recommandations concernant la loi dite Repo, qui autorise le président Biden à confisquer les avoirs russes gelés actuellement détenus dans les banques américaines. Certes, la plupart des 300 milliards de dollars d'actifs gelés de la Russie se trouvent en Europe. Seulement 6 milliards de dollars se trouvent aux États-Unis. Cependant, si ces 6 milliards de dollars ne changeront pas le sort de l'Ukraine, même s'ils contribueront certainement à une éventuelle reconstruction, ce qui est plus significatif est le phénomène du précédent que les Américains pourraient créer avec leur confiscation. En d'autres termes, les Américains, en particulier l'administration de Joe Biden, pourraient prendre une décision qui déclencherait un effet domino et, à terme, une confiscation totale des fonds à leur poste russe. Ce qui est en jeu, bien entendu, c'est la réputation, en premier lieu, des institutions et des pays qui procéderont à la confiscation. Ils craignent des répercussions sous la forme de sorties de capitaux de nature, disons, non occidentale. Deuxièmement, la réputation du dollar lui-même, dont la position en tant que monnaie de réserve, est affectée par de tels mouvements. Si les Américains, en confisquant l'argent russe, décident que cela n'a pas beaucoup d'importance pour l'hégémonie du dollar, ils pourraient déclencher la formation d'une boule de neige qui, en fin de compte, ferait de l'Ukraine le bénéficiaire ultime de ces fonds. Ils seraient payés sous forme de réparation, car il n'y a aucune illusion que Kiev en recevra de Moscou. Cela nécessiterait une défaite totale de la Russie, et cela ne semble tout simplement pas se produire aujourd'hui. En outre, la législation appelle l'administration à transférer des missiles ATACMS dès que possible, même si, comme nous le savons désormais, les ATACMS se trouvent déjà en Ukraine. La partie restante du budget de 95 milliards de dollars, soit 34 milliards de dollars, est réservée à Israël, à Gaza et à Taïwan. Sur ce montant, plus de 5 milliards de dollars seront utilisés pour compléter les systèmes de défense antimissiles israéliens, dont Iron Dome. Près de 8 milliards de dollars pour d'autres systèmes et armes fournis par les États-Unis à Israël dans le cadre du programme de financement militaire étranger. Plus de 9 milliards de dollars pour l'aide humanitaire à Gaza. 8 milliards de dollars pour Taïwan sont destinés à contrer la Chine. Sur ce montant, plus de 3 milliards de dollars seront consacrés à l'amélioration des infrastructures sous-marines. Rappelons-le, un créneau dans lequel la marine américaine a un avantage significatif sur la marine de l'APL. 2 milliards seront dépensés pour reconstituer les armes américaines à Taïwan. Enfin, le projet de loi inclut ce qu'on appelle l'interdiction de TikTok, obligeant la société chinoise ByteDance à vendre TikTok aux États-Unis. ByteDance a 9 mois pour vendre l'application ou être banni. Le déblocage de l'aide américaine à l'Ukraine, le soutien continu à Israël et la frappe contre certains éléments de la projection de puissance chinoise, qu'elle soit cinétique à Taïwan ou soft power à travers TikTok. Après une récente montée des discours isolationnistes, les Américains les mettent à l'écart avec une nouvelle loi. Il ne s'agit pas d'un acte révolutionnaire, mais plutôt d'une démarche destinée à maintenir l'ordre de la primauté américaine dans le monde, selon les intérêts nationaux américains définis. Cela est également démontré par le spectre très large couvert par le nouveau paquet, de l'Ukraine aux actifs russes, en passant par la guerre israélo-arabe, Taïwan et par TikTok en Chine. Dans son contexte, il est également intéressant de noter l'attitude de Donald Trump, qui témoigne d'une approbation modérée de cette démarche par la Chambre des représentants. Ce fait pourrait conforter les vues de ce côté des commentateurs qui estiment que l'élection de Trump ne préjugera en rien du virage américain vers l'isolationnisme, l'abandon de l'Ukraine et le démembrement de l'OTAN, mais plutôt que le jeu de Trump est principalement calculé pour un usage domestique et gagner les élections, et que la politique étrangère n'a pas besoin de subir un recalibrage complet. Quelles que soient les opinions, le nouveau programme d'aide constitue sans aucun doute
la meilleure nouvelle pour les Ukrainiens cette année. Cela ne fera pas gagner la guerre à l'Ukraine, mais cela aidera à ne pas la perdre. Ceci, associé à l'affirmation constante de la politique de défense européenne et à la nécessaire mobilisation accrue au sein même de l'Ukraine, après des mois de pessimisme, permet d'envisager avec plus d'optimisme les chances de repousser l'impérialisme russe. Dans le même temps, c'est un autre coin pour l'establishment du Kremlin, de plus en plus confiant, annonciateur de progrès imminents après des mois de malaise. Pendant ce temps, les transferts de plusieurs milliards de dollars en provenance des États-Unis et de l'Europe laissent présager de nombreux mois de résistance ukrainienne de haute intensité et de haute qualité, voire même une offensive pure et simple. Et cela signifie encore de nombreux mois de troubles pour le Kremlin et la Fédération de Russie en général. Il n'est donc pas surprenant que tous les chefs de mode de Vladimir Poutine se soient remis à hurler bruyamment.